Ce soir, nous sommes réunis pour discuter du thème suivant, la Terre dans le temps et l'espace. Vous savez que le monde extérieur enseigne que tout existe depuis des millions et des millions d'années. Et les preuves sont présentées comme irréfutables. Et l'on se demande s'il n'y a pas une autre version de l'histoire. Je souhaiterais aborder ce sujet et vous faire part de quelques réflexions. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne souhaite pas endoctriner qui que ce soit. Je souhaite simplement présenter l'autre version de l'histoire afin que chacun puisse au moins faire un choix éclairé. Dans les médias, à l'école, à l'université, dans les bibliothèques, partout où l'on va, on n'est exposé qu'à une seule forme d'information, ce qui n'est pas équitable. Les deux points de vue devraient être présentés afin que chacun puisse faire un choix informé. La Bible dit dans Ésaïe 40, 22, « Il est assis sur son trône au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme un voile, et il les déploie comme une tente pour y habiter. » Il est donc évident qu'il est fait référence ici au Dieu de la Bible qui a formé ces corps célestes. D'une manière assez surprenante, la science reconnaît parfois l'existence d'une divinité. En effet, il existe une nébuleuse appelée l'œil de Dieu. Il s'agit d'une des images capturées par le télescope Hubble de la NASA. En réalité, on nous dit que nous sommes une planète plutôt insignifiante, dans un système solaire plutôt insignifiant, dans une galaxie plutôt insignifiante, flottant quelque part à la périphérie d'un univers plutôt gigantesque. Et il y a probablement beaucoup de vérité dans cela. Si l'on prend une étoile, Bételgeuse par exemple, dans la constellation d'Orion, on constate qu'il s'agit d'une étoile énorme. Car cela là-bas correspond à la taille de notre Soleil, y compris l'orbite complète de la Terre. Et ce serait sa taille si elle incluait même l'orbite de Jupiter. Il s'agit donc d'une étoile extrêmement grande par rapport à la nôtre. La nôtre est en réalité un objet minuscule. La littérature scientifique nous explique comment tout a commencé, comment les planètes se sont formées, comment la Terre primitive s'est constituée à partir de particules et de poussière qui se sont agglomérées. Et l'une des théories les plus répandues aujourd'hui est bien sûr celle du Big Bang. Cette théorie tente d'offrir une vision naturaliste de l'origine des choses. À l'opposé, il y a l'idée que Dieu a créé toute chose à un moment donné dans le passé. Il s'agit là d'une étude très fascinante, sur laquelle on aimerait s'attarder davantage. Eh bien, voyez-vous, l'idée est qu'à un moment donné, tout ce que nous voyons dans l'univers était concentré en un point particulier. Puis, à un moment donné, tout ce qui s'y trouvait a explosé et s'est propulsé dans un vaste univers qui s'est étendu à une vitesse vertigineuse. Et nous constatons aujourd'hui que cet univers continue de s'étendre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils observent la lumière provenant d'objets lointains et remarquent ce qu'on appelle un décalage vers le rouge. Lorsque les ondes s'étirent et s'allongent, on parle de décalage vers le rouge. Si les ondes sont comprimées et que vous observez un spectre plus court, vous constatez alors un décalage vers le bleu. Car les longueurs d'onde plus courtes ont tendance à donner une teinte bleue, les longueurs d'onde plus longues auront tendance à se déplacer vers le rouge. Comme tout semble décalé vers le rouge, on en déduit que les ondes doivent s'étirer parce que les objets s'éloignent de nous et donc que l'univers est en expansion. Maintenant, si l'univers est en expansion, il est facile d'extrapoler vers le passé et de dire que s'il est en expansion aujourd'hui, cela signifie qu'il devait être plus compact dans le passé. Et si elles étaient plus proches les unes des autres dans le passé, serait-il concevable qu'elles aient été si proches que tout était concentré en un seul point? C'est le principe de la théorie du Big Bang.
Je tiens également à souligner qu'il existe environ 125 milliards de galaxies, chacune contenant plus de 200 milliards de soleils, et que les distances sont si grandes que nous ne pouvons même pas les imaginer dans toutes les directions. Il semble donc que nous ne soyons qu'un minuscule point insignifiant perdu quelque part dans l'espace. Maintenant, l'histoire de ce décalage vers le rouge et de toutes ces questions relatives à l'espace est très intéressante. Les psaumes 8h3, 4 et 9 disent « Quand je contemple tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Ainsi, selon les Écritures, les cieux sont censés nous révéler quelque chose de la magnificence de Dieu. Si vous observez l'espace, vous constaterez d'énormes concentrations d'étoiles, ce qui constitue un problème fondamental. Si l'univers s'était contracté à un moment donné en un point infinitésimal, puis avait explosé, et s'était répandu dans l'immensité de l'espace, on pourrait s'attendre à ce que la matière soit répartie de manière uniforme. C'est ce qu'on appelle le principe cosmologique, la répartition uniforme de tout ce qui existe dans cet immense univers. Mais ce n'est pas ce que l'on observe. En réalité, ce que l'on constate, c'est une concentration de matière en amas et en groupes à divers endroits. De plus, ce que vous voyez, ce sont des galaxies en spirale, d'énormes galaxies et supergalaxies regroupées, tournant les unes autour des autres. Et vous ne vous attendriez pas à cela. Vous vous attendriez à une distribution uniforme de la matière. En réalité, vous ne vous attendriez à rien. En effet, s'il y avait eu une explosion d'énergie qui s'était ensuite matérialisée en matière, il y aurait eu des quantités égales de matière et d'antimatière qui se seraient détruites mutuellement. Par conséquent, si un tel événement s'était produit, l'univers ne serait composé que d'énergie. Mais ce n'est pas le cas. Il existe une quantité considérable de matière et non d'antimatière. Néhémie 9h6 dit « Tu es seul le Seigneur. Tu as fait les cieux, même les cieux les plus élevés, et toute l'armée des étoiles, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tu donnes la vie à tout, et les multitudes du ciel t'adorent. » Cela contraste totalement avec une conception naturaliste de l'origine. Selon la théorie du Big Bang, l'univers aurait été créé il y a entre 10 et 20 milliards d'années à la suite d'une explosion cosmique aléatoire. C'est l'idée de base. Alan Guth et Steinhardt ont écrit dans Scientific American en 1984. L'univers observable pourrait avoir évolué à partir d'une région infinitésimale, c'est-à-dire un point. Peut-être plus petit qu'un point, peut-être une conjecture plus petite que la taille d'un atome. Il est alors tentant d'aller plus loin et de spéculer que l'univers tout entier a évolué à partir de rien. C'est plutôt intéressant. Il s'agit d'une affirmation scientifique faite par des scientifiques dans une revue scientifique. Et l'idée semble être que tout était concentré dans un point qui a explosé, et que cette explosion est venue de nulle part, et a créé tout ce qui existe. Les hypothèses philosophiques auxquelles vous devez faire face sont donc tout d'abord la relativité générale et le principe cosmologique, qui stipule essentiellement que tout devrait être réparti de manière uniforme si quelque chose venait à se matérialiser. Mais ce n'est pas le cas. Nous constatons que tout est concentré dans des grappes, ce qui pose problème. Comme l'admet le professeur d'astrophysique de l'université de Nottingham, nous sommes perdus. Les fondements du modèle du Big Bang s'effondreraient. Nous serions alors incapables d'expliquer le Big Bang, la formation des galaxies ou leur répartition dans l'univers. Il y a donc des scientifiques qui se demandent pourquoi cette matière n'est-elle pas répartie de manière uniforme. Il existe également un autre problème. Le Big Bang enfreint également la loi de conservation du moment cinétique. Permettez-moi de vous expliquer. Vous voyez,
Tout tourne. Lorsque vous observez notre système solaire, les planètes tournent autour des étoiles, les lunes tournent autour des planètes. Tout tourne en cercle. Si une explosion s'était produite à un moment donné dans le passé, à partir d'un centre, et que cette explosion s'était propagée dans toutes les directions, alors tout ce qui avait été projeté à partir de ce centre aurait été projeté en ligne droite dans toutes les directions. Mais ce n'est pas ce que nous observons. Nous observons le moment cinétique, et non la quantité de mouvement. Nous observons que tout tourne. La question qui se pose maintenant est la suivante. Pourquoi tourne-t-il dans un sens plutôt que dans l'autre? En réalité, cela tourne en rond. L'idée m'est alors venue. Il existe une possibilité qui pourrait expliquer pourquoi tout tourne en rond. Peut-être que le point initial tournait également en rond. Cela vous semble-t-il plausible? Imaginez un groupe d'enfants assis sur un manège dans un parc d'attractions. Et ce manège tourne à toute vitesse. Si cet objet se déplaçait si rapidement que les enfants étaient projetés vers l'extérieur, puis s'il accélérait encore davantage au point que les enfants perdent leur prise et soient éjectés. Alors la loi de conservation du moment cinétique stipule qu'ils tourneraient sur eux-mêmes tout en étant projetés dans la même direction que celle dans laquelle l'objet tournait initialement. Si cela tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, alors il tournerait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Est-ce que cela vous semble logique? Cela pourrait expliquer pourquoi tout tourne en rond, car peut-être qu'à l'origine, le point tournait en rond. Et oui, tout tourne en rond. Et cela doit être expliqué. Et où que vous regardiez dans cet espace infini, vous trouverez des choses qui tournent en rond. Et comme l'a démontré la science, ils s'envoleront dans toutes les directions. Amos 5, heure 8 dit « Cherchez celui qui a fait les Pléiades et Orion ». Il est intéressant de noter qu'il nomme ces deux systèmes stellaires. Les Pléiades, ou les Sept Sœurs, constituent ce que l'on appelle un amas lié gravitationnellement. C'est très fascinant. Pouvez-vous lier les chaînes des Pléiades? Pouvez-vous les maintenir ensemble? La science a récemment découvert qu'il s'agit en fait d'un amas lié. Cela signifie que la gravité au sein du système est égale à la force qui tente à les séparer, ce qui leur permet de rester ensemble. À l'opposé, imaginez que les cordes d'Orion se détachent. Les systèmes de la ceinture d'Orion se dispersent à une vitesse vertigineuse. Il est fascinant que cela figure dans Job 38, 31. Mais le principe général est que les choses semblent s'éloigner les unes des autres et tourner en rond, parfois selon des motifs complexes. Le problème réside dans les amas globulaires et la concentration de la matière dans l'univers, qui devrait être uniformément répartie, mais qui ne l'est pas. Même Einstein a reconnu ce problème et a fini par proposer des solutions pour y remédier. Mais celles-ci sont théoriques et ne sont pas applicables dans la pratique. Alors, que signifie cette loi de conservation du moment cinétique ? Tout dans l'univers est en rotation. Les planètes, les étoiles, les galaxies. Il faudrait une quantité d'énergie considérable pour mettre une planète en rotation. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Les partisans de la théorie du Big Bang ont donc proposé que la singularité, le petit point qui a explosé lors du Big Bang, était en rotation avant d'exploser. Ainsi, tout ce qui se trouvait à l'intérieur était en rotation lorsqu'il s'est propulsé vers l'extérieur. Mais il y a un autre problème. Certaines galaxies, certaines planètes, comme Vénus, Uranus, Pluton et de nombreuses lunes, tournent à l'envers. C'est ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Cela va dans le mauvais sens. Certaines lunes ont même une orbite rétrograde autour de leur planète, c'est-à-dire qu'elles tournent dans le sens inverse. Certaines tournent dans un sens, d'autres dans l'autre. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont des lunes qui orbitent dans les deux sens. Cela représente un problème important. Il existe une galaxie appelée NGC 4622 qui semble tourner dans le sens inverse. Une galaxie entière qui tourne dans l'autre sens. C'est un autre problème sérieux. Que faire de tous ces éléments qui tournent dans le mauvais sens ? Les planètes, les lunes et tous ces éléments qui tournent dans le mauvais sens?
Que faites-vous avec eux? Le problème est que vous devriez dire que quelque chose a arrêté la rotation et l'a inversée. Mais cela nécessiterait une force telle qu'elle détruirait probablement toute la planète, et il faudrait que cela se produise partout, même au sein d'un même système. Un événement hautement improbable. Donc, même cela semble contredire cette théorie. De nombreux scientifiques estiment que le Big Bang pose de nombreux problèmes. Voici un article publié dans Nature qui affirme « Le Big Bang n'est pas encore mort, mais il est en déclin ». Il est également mentionné que certaines de ces découvertes suggèrent que l'âge de l'univers serait bien inférieur à l'âge connu des étoiles et des amas globulaires de la Voie lactée. En ce qui concerne la théorie du Big Bang, les partisans et les détracteurs ont donc tous deux des arguments valables. Cependant, nous pouvons au moins affirmer que tout le monde ne dit pas « Oui, c'est ainsi que cela s'est passé ». En réalité, nombreux sont ceux qui affirment que cela n'aurait jamais pu se produire de cette manière. Il est tout à fait normal que nous entendions l'autre version de l'histoire. L'exploration spatiale et les découvertes scientifiques de ces dernières décennies sont tout simplement incroyables et dépassent l'entendement. L'histoire ne s'arrête pas là. Après le Big Bang, il y a eu une explosion. À l'origine, il y avait de l'énergie, puis une soupe de quarks. Ce sont des particules subatomiques. Finalement, les premiers atomes se sont formés, alors qu'ils n'auraient jamais dû exister. Ils auraient dû être détruits par la collision de l'antimatière et de la matière. Et maintenant, nous avons de l'hydrogène. L'univers tout entier est rempli d'hydrogène, peut-être d'un peu d'hélium et de quelques gaz légèrement plus lourds, mais essentiellement d'hydrogène. Alors, de quoi sommes-nous faits? Quels éléments composent notre corps? Tout, du carbone à chaque ion que vous pouvez imaginer. Nous possédons tout le tableau périodique. Mais d'où viennent-ils tous, si nous avons tous évolué naturellement? D'où viennent toutes ces autres particules s'il y avait un vaste nuage de gaz composé uniquement des gaz les plus légers? La science nous enseigne que ces composés doivent s'être formés là-bas, sinon ils ne pourraient pas être présents aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment cela s'est-il produit? Eh bien, ils pensent que le nuage de gaz a commencé à se condenser, puis que les forces présentes dans le système ont fini par contracter les différents éléments les uns contre les autres sous l'effet de la gravité, jusqu'à former des étoiles. À l'intérieur de ces étoiles, la fusion nucléaire a créé tous les autres composants. Puis, ces étoiles ont explosé en supernova, projetant toute cette nouvelle matière dans l'espace. Ensuite, cela se regroupe à nouveau pour former de nouveaux systèmes, et finalement, vous disposez de tous les éléments dont vous avez besoin. Cela pose des problèmes majeurs. Comment un gaz qui se dilate dans l'immensité de l'espace peut-il se rassembler sous l'effet de la gravité, que nous ne voyons pas agir à cette échelle, pour former une étoile? C'est un problème majeur. Ensuite, il s'agirait de le redéfinir et, finalement, de disposer des matières premières nécessaires pour amorcer un processus d'évolution naturaliste jusqu'à l'apparition de l'homme. C'est essentiellement ce qui est enseigné. À l'origine, il n'existait donc que des matières inorganiques. Et cette matière inorganique s'est accumulée sur une planète, et sur cette planète composée de matière inorganique, des molécules organiques se sont formées spontanément. Et ces molécules organiques se sont à nouveau assemblées par chance pour former les molécules de la vie, qui ont ensuite formé des cellules, puis les autres organismes de la planète. C'est ce qu'on nous enseigne. Donc, en gros, d'où vient tout cela? Poussière. Et la poussière s'est reconstituée par des processus naturels pour finalement former tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, en gros, vous venez d'un rocher. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qu'il faut croire. Et il convient de se poser la question suivante. Est-il possible que la poussière ait fini par donner naissance à la vie et que la vie ait fini par former les organismes et les structures complexes que nous observons aujourd'hui dans le monde?
Est-ce possible en soi, sous l'effet d'un processus qui a nécessité une sélection naturelle? Nous aborderons toutes ces questions. Maintenant, la science nous enseigne également qu'une fois ce processus enclenché, sur notre propre planète, au cours de différentes ères qui se sont étalées sur des millions d'années, la vie est apparue et l'évolution des macro-organismes, c'est-à-dire tout ce qui rampe, grouille et vit, s'est déroulée au cours des 600 derniers millions d'années. Et on nous présente une échelle de temps considérable en nous disant « Voilà, faites-en ce que vous voulez ». On nous enseigne ensuite que depuis l'aube des macro-organismes, je ne parle pas ici du monde prébiotique. Le monde peut être divisé en zones temporelles, que la géologie a nommées paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque. Au cours de cette période, les organismes ont évolué et aujourd'hui, nous pouvons observer les traces de cette évolution dans les roches. C'est ce qu'étudie la paléontologie. La science de la géologie s'intéresse à la manière dont la matière s'est formée sur Terre, comment elle a atteint sa position actuelle et comment tout est devenu aussi ancien. Et aussi réparti qu'aujourd'hui. Est-ce vrai? Disposons-nous de telles archives paléontologiques? La réponse est oui. Disposons-nous de telles archives géologiques? La réponse est oui et non. En effet, nous ne disposons nulle part dans le monde d'archives aussi complètes. Nous avons des fragments ici et là. Donc, en gros, ce que nous voyons à gauche est une théorie élaborée par la science. Elle ne repose pas sur une colonne géologique définie que nous pouvons aller observer n'importe où dans le monde. Ce soir, j'aimerais donc examiner les hypothèses fondamentales de la géologie, toutes les hypothèses de base. Demain soir, nous aborderons les organismes vivants. Nous examinerons comment les organismes ont évolué, comment le monde nous indique qu'ils sont apparus, et si cela correspond à ce que nous observons ou non. Ce sont des questions très importantes qui permettent aux individus de faire des choix informés. Examinons d'abord certaines questions relatives à l'âge, notamment la datation radiométrique. La datation radiométrique est une technique utilisée pour déterminer l'âge de certains objets. Il ne s'agit pas d'un système très complexe et il fonctionne très bien. Elle peut être réalisée en laboratoire. Il existe des méthodes permettant de déterminer avec précision les proportions de certains isotopes les uns par rapport aux autres. Et ces informations sont utilisées pour déterminer l'âge des objets. Mais le problème réside dans le fait que vous devez faire certaines hypothèses, que nous allons passer en revue. La première hypothèse à formuler est que le taux de désintégration et les demi-vies sont restés constants au fil du temps. D'accord? Principe de base. Vous avez une roche spécifique. Dans cette roche, vous avez des éléments qui se désintègrent par désintégration radioactive. Par exemple, dans la datation au plomb uranium, vous avez de l'uranium. Vous avez un certain temps pendant lequel il se désintègre en un certain isotope de plomb, et après X millions d'années, vous avez la moitié de la quantité d'uranium que vous aviez auparavant. Pour la période suivante, vous avez à nouveau une perte de la moitié de la matière. C'est ce que nous appelons la demi-vie. Vous pouvez donc déterminer depuis combien de temps ce processus est en cours en calculant le rapport entre une période de perte et l'autre. Mais il faudrait savoir que le taux de désintégration et les demi-vies sont restés constants au fil du temps. Il existe des preuves que c'est le cas, et d'autres qui indiquent que ce n'est pas le cas. Les deux versions de l'histoire se retrouvent donc dans la littérature. Le deuxième principe est très simple. Si je souhaite connaître l'âge de quelque chose, je dois m'assurer que l'horloge était réglée sur 0 au moment où le matériau a été créé. Très bien, c'est très simple. Comment puis-je connaître l'âge de chacun d'entre vous ? Que dois-je savoir pour connaître l'âge de chacun d'entre vous? Je dois connaître votre date de naissance, n'est-ce pas?
Si j'ai votre date de naissance, je peux calculer votre âge. Cette personne a X années. Quel âge aviez-vous à la seconde où vous êtes né? 0. En fait, quelqu'un se tient là avec un chronomètre et l'heure à laquelle vous naissez est enregistrée. Après 5 minutes, papa sort avec l'enfant dans ses bras pour le montrer à ceux qui regardent et dit « Quel âge a mon bébé ?» 5 minutes. Donc, je dois avoir un anniversaire. C'est la même chose si je veux connaître l'âge d'un rocher. Comment puis-je savoir quand il est né, si je n'étais pas là pour le voir naître? Parfois, on peut être présent. La matière volcanique sort de la Terre et on peut voir qu'elle vient de naître. Mais les roches sont censées être anciennes. Mais je n'étais pas là. Personne n'était là. Comment puis-je savoir quand elles ont été formées? Je ne sais pas quand elles ont été formées. Je dois donc émettre une hypothèse. Je dois dire que lorsque le rocher est né, l'horloge était réglée sur 0. L'horloge consiste essentiellement en un isotope qui se transforme en un autre. Je dois donc supposer que lorsque la roche s'est formée, seul l'isotope parent était présent et aucun des isotopes file. C'est une remise à 0, n'est-ce pas? Est-ce le cas ou n'est-ce pas le cas? La réponse est que la littérature regorge de cas où ce n'est pas le cas. Par exemple, lorsque des matériaux volcaniques sortent actuellement de la roche à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande, que vous les mesurez, que vous les envoyez au laboratoire pour les dater, ils peuvent avoir entre quelques millions et plusieurs centaines de millions d'années. Si tel est le cas, l'horloge est-elle remise à 0? Oui ou non? Évidemment pas. Et si l'horloge n'est pas remise à 0, comment puis-je avoir confiance dans le système de datation? Il existe un autre problème. Nous devons travailler avec un système fermé. Évidemment, si je veux déterminer les rapports entre deux isotopes, je dois travailler avec un système fermé. Pouvez-vous imaginer cela? Ici, devant moi, j'ai un sablier. Imaginez-le posé ici, devant moi. Je le retourne, tout le sable se trouve en haut et en bas. J'ai des lignes qui indiquent les minutes, et après une minute, le sable est descendu et a rempli le sablier jusqu'à la première ligne. Et je sais qu'une minute s'est écoulée. Après une minute supplémentaire, la deuxième ligne apparaît, après une troisième minute, la troisième ligne, etc. C'est ainsi que fonctionne le minuteur. Que se passerait-il s'il y avait un trou au fond de mon verre? Et à mesure que le sable s'écoulait, une partie s'échappait par le fond. Mon horloge serait-elle précise, oui ou non? Non, ce ne serait pas exact. Il en va de même pour un rocher. Si j'avais un rocher et que les éléments à l'intérieur de ce rocher pouvaient s'échapper d'une manière ou d'une autre, comme avec le trou dans mon horloge, pourrais-je utiliser le sable qui s'y trouve comme mécanisme pour mesurer le temps, oui ou non? Non. Question. Le plomb se dissout-il dans l'eau acide ou dans la pluie? Oui ou non? Tout à fait. C'est pour cette raison que nos rivières et nos lacs sont pollués par les métaux lourds, n'est-ce pas? Donc s'il pleut et que l'eau tombe sur les roches, et que les roches sont poreuses et que l'eau s'infiltre, puis-je éliminer certains éléments? Oui ou non? Évidemment, oui. C'est ainsi que fonctionnent les montagnes. Elles absorbent l'eau et forment d'énormes réservoirs, car elles agissent comme une éponge. Il existe donc des mécanismes d'absorption de l'isotope, mais je ne peux pas garantir que la désintégration ait été la même. Je ne peux pas garantir que l'horloge ait été remise à 0 lorsque le matériau s'est formé, car elle n'est pas remise à 0 aujourd'hui. Et je ne travaille pas avec un système fermé. Quelle est donc la précision de mon horloge? Franchement, mon horloge est inutile. Complètement inutile. La méthode scientifique permettant de déterminer un isotope par rapport à un autre est peut-être parfaite. C'est possible, mais cela n'a aucune importance au regard des points évoqués précédemment. Ainsi, lorsque quelqu'un me dit l'âge d'un objet, je me demande quel âge il peut avoir réellement.
aussi vieux que vous le souhaitez. Vous voyez, quand Einstein n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait avec la lumière et son mouvement, si un objet se déplaçait vers vous ou s'éloignait de vous, il constatait que la vitesse de la lumière restait la même, alors qu'elle n'aurait pas dû. Cela n'a aucun sens. Évidemment, si deux objets se déplacent l'un vers l'autre, ils vont arriver plus tôt que s'ils s'éloignent l'un de l'autre, n'est-ce pas? Quelle fut donc sa solution? Il élabora une théorie qu'il nomma la relativité. C'est tout. Voilà donc la solution à un problème scientifique majeur. C'est bien, mais ce ne sont que des mots. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. Ainsi, si quelqu'un me demande quel âge a cette roche, je répondrai qu'il est relatif. Par rapport à quoi? Par rapport à mon point de vue, selon ma façon de penser. Si je crois que ce rocher est jeune, il n'y a rien que vous puissiez faire pour prouver le contraire. Et si vous souhaitez croire que le rocher est très ancien, je ne peux rien faire pour prouver le contraire. Croyez-le si vous le souhaitez, qu'il a des milliards d'années. Eh bien, croyez si vous voulez que cela date de plusieurs milliers d'années. Rien ne vous empêche de croire ce que vous souhaitez croire. Rien. Et peu importe les efforts que la science déploie pour vous convaincre que vous devez croire que c'est ancien parce que c'est leur paradigme, répondez-leur que c'est relatif. Vous pouvez croire ce que vous souhaitez. Il n'existe aucune preuve irréfutable qui puisse vous contraindre à changer d'avis. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Cela étant dit, et je vous prie de croire que je ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit. Je dis simplement que vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Examinons maintenant ces roches. La science nous enseigne que chacune des couches rocheuses que nous trouvons dans la colonne géologique, qui n'existe nulle part ailleurs sur cette planète, sous une forme complète, représentait autrefois une époque révolue. Un moment lointain dans le passé, où chacune d'entre elles constituait la surface de la Terre, et où la vie se déroulait à leur surface, tout comme elle se déroule aujourd'hui. Ainsi, aujourd'hui, nous avons des cycles de pluie, des cycles de changement climatique. Nous avons tous ces cycles. Nous avons des cycles d'érosion, nous avons des cycles de sédimentation. Tout ce qui s'est produit dans le passé est identique à ce qui s'est produit aujourd'hui. Il est donc logique de dire que les couches inférieures sont celles qui étaient présentes en premier. Puis sont venues les couches suivantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous pourrions également dire qu'il s'agit simplement d'une couche de matériaux, puis d'une autre couche, puis d'une autre couche. Voyez-vous la différence? Elle n'est pas très grande. Sauf pourquoi? À l'exception du fait que la science consacre beaucoup de temps à chaque couche. Cela vous semble-t-il clair? La science affirme que chaque couche représente une période de temps considérable. Ainsi, lorsque vous retirez une couche, que retirez-vous exactement? Une période de temps considérable. Alors que si vous considérez que chaque couche n'est qu'une couche de boue posée sur la couche suivante, et que vous en retirez une, vous ne retirez qu'une couche de boue. Il y a une différence dans la façon de penser. Alors, réfléchissons-y. La science nous enseigne que la première couche, celle qui se trouve au fond, est la plus ancienne. Puis est venue la suivante, puis la suivante. C'est ce qu'on appelle la superposition, l'une sur l'autre. C'est très logique. Cela a tout son sens. Et on nous dit ensuite que les couches les plus anciennes contiennent des organismes tels que ceux-ci. C'est donc évidemment ceux qui vivaient à l'époque. Et si vous remontez un peu plus haut dans cette couche, l'Ordovicien, vous trouviez des créatures comme celle-ci. Si vous montez un peu plus haut, vous arrivez à la couche silurienne et vous trouvez des créatures comme celle-ci. Montez encore un peu plus haut jusqu'au Dévonien. Eh bien, oui, des poissons et toutes sortes de choses. Si vous montez un peu plus haut, vous arrivez à la couche permienne, où se trouvent les premières plantes terrestres et toutes sortes de choses intéressantes. Et puis, il y a ces arbres immenses. Puis on arrive au Trias, au Permien et au Crétacé, avec ces dinosaures merveilleux et toutes ces créatures fascinantes. Ensuite, on remonte un peu plus haut, on arrive au Cénozoïque,
Et là, on trouve tous les mammifères. Et c'est ainsi que l'évolution s'est produite. Vous avez donc commencé avec ces organismes marins, puis vous êtes passé par les poissons, pour finalement arriver aux grenouilles, aux reptiles, etc. Nous n'allons pas nous occuper des animaux ce soir. Nous les aborderons demain. Ce soir, nous allons nous intéresser aux roches. Les roches ne sont jamais aussi intéressantes que les animaux. Demain sera donc évidemment plus intéressant. Nous examinerons les dinosaures, l'évolution des créatures et toutes ces choses. Cependant, les rochers sont ce sur quoi vous devez marcher, n'est-ce pas? Ils sont donc importants. Si vous n'étiez pas sur un rocher, vous seriez en difficulté. La Bible, cependant, présente une version totalement différente. Elle nous informe qu'à un moment donné, il y eut un déluge. Elle précise que ce déluge dura 1 an et 17 jours. C'est assez surprenant. La plupart des gens pensent qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, qu'il y a eu un déluge, puis que tout a pris fin. Non, non, non. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que les eaux du grand abîme se sont déchaînées et que les eaux ont monté pendant 5 mois. Puis, elles ont commencé à baisser et, après 1 an et 17 jours, Noé a pu quitter l'arche. Aujourd'hui, on considère cela comme un conte de fées. Une petite histoire très étrange. Une allégorie destinée à satisfaire les gens et qui constitue un joli conte pour enfants. Cependant, c'est ce qu'enseigne la Bible. Il est indiqué qu'il a fallu 1 an et 17 jours à Noé pour quitter l'arche perchée dans les montagnes d'Ararat. Il est précisé qu'il avait cet âge lorsqu'il est entré dans l'arche, qu'il avait cet âge lorsque cela s'est produit, qu'il avait cet âge lorsqu'il a envoyé les corbeaux et les colombes, et qu'il avait cet âge lorsqu'il a quitté l'arche. Vous pouvez donc calculer combien de temps cela a duré. Et cela représente 1 an et 17 jours, avec des événements majeurs qui se sont produits pendant cette période. Ce qui est également très intéressant, c'est que si l'on observe la colonne géologique, on constate la présence de beaucoup de boue. Et où trouve-t-on de la boue? La boue se forme dans l'eau. Donc si vous vous trouvez dans le Grand Canyon par exemple, et que vous observez les différentes couches, vous verrez effectivement une couche superposée à une autre. Maintenant, rappelez-vous ce que nous enseigne la science. Cette couche était autrefois la surface de la Terre, suivie de celle-ci, puis de celle-là, puis de la suivante, etc. Lorsque vous observez ces couches, vous pouvez constater qu'elles sont toutes bien plates et que les contacts entre elles sont parfaitement lisses. Vous voyez? Absolument plates. C'est comme si le monde avait été découpé. Puis vint une autre période de l'histoire, et la couche fut également coupée à plat. Puis vint une autre période de l'histoire, et elle fut à nouveau coupée à plat. Tout est très plat, d'immenses couches plates, les unes au-dessus des autres. Vous pouvez donc les voir très clairement. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Elles sont toutes bien plates, et les contacts entre elles sont également très plats. Maintenant, rappelez-vous ce que nous enseigne la science. Que représentait chacune d'entre elles? Elles faisaient autrefois partie de la surface de la Terre. Bon, descendons dans le Grand Canyon, et vous arriverez à un endroit que l'on appelle une discordance. C'est ce que les géologues ont placé là. Une discordance est un phénomène très intéressant. La voici. On se demande ce qu'est une discordance. Eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est impossible de trouver une colonne complète au même endroit. Il manque donc des morceaux à certains endroits, et c'est le cas ici. Nous avons ici 2 âges, mais une couche rocheuse qui devrait se trouver ici, dans le Grand Canyon, est absente. Il y a 2 possibilités. Soit il manque de la boue, soit il manque du temps. Vous me suivez? Si vous dites que le temps manque, ils répondront « Oh là là, il y a un problème. Le temps ne s'efface pas comme ça. » Il est donc évident que le temps était bien là. La science enseigne donc ce qui suit. Il est évident que ce qui s'est passé ici, c'est que les couches se sont formées et que les couches manquantes ont dû se former, car ce temps était bien là, puis il a dû y avoir une érosion rapide qui les a effacés. Enlevez-les, ajoutez une autre couche par-dessus, et voilà. Nous avons 2 couches avec une partie manquante au milieu. Il n'y a pas de steak haché entre les 2 tranches de pain. Rien. Il a disparu. C'est fascinant. C'est ce qu'enseigne la science. Qu'est-ce qui nous l'a enlevé? Quelle est la seule chose qui nous l'a enlevé? Érosion.
Très bien, examinons-les. Les voici. Il manque une période dans le Grand Canyon estimée à 100 millions d'années. Il manque encore une couche. 30 millions d'années ont disparu. Permettez-moi de vous expliquer cela plus en détail. Si nous prenons les taux d'érosion actuels sur cette planète et que nous mesurons la quantité de sol qui est emportée chaque jour dans les océans. Vous vivez ici, près du fleuve Mississippi. Le Mississippi est-il limpide, oui ou non? Non. Pourquoi pas? Parce qu'il est évident que cela entraîne des matériaux dans la mer, n'est-ce pas? Il s'agit de tout ce qui s'érode et finit dans l'océan. Il a dû se produire la même chose ici. Il y a dû avoir une période d'érosion, dit-on, qui a emporté la couche. Combien pourrait-il disparaître en 100 millions d'années? Saviez-vous qu'au rythme actuel de l'érosion, si l'on prend le niveau le plus bas pour les États-Unis, qui est d'environ 6 cm de la surface de la Terre tous les 1000 ans, le plus élevé se trouvant dans l'Himalaya, avec 2 mètres tous les 1000 ans. Il ne faudrait que 10,2 millions d'années pour que tout le continent soit emporté dans l'océan en utilisant le niveau le plus bas. Ainsi, 100 millions d'années suffisent pour que tous les continents existants soient emportés dans les océans au moins 9 fois. C'est tout à fait extraordinaire. D'accord. Vous avez ici ces couches plates, avec ces contacts manquants entre elles. 12 millions d'années manquent entre ces couches là-bas. 12 millions d'années. C'est suffisant pour submerger tout le continent une fois. Et c'est une zone immense qui s'étend sur toute cette surface, et entre les deux couches, celle-ci et celle qui se trouve en dessous. Il n'y a rien. Tout a disparu. Pourtant, nous avons des preuves qu'une grande quantité d'eau s'est écoulée, ce qui aurait dû laisser des traces d'érosion. Observez ces contacts. Ils sont plats. Il manque du temps. C'est parfaitement plat. Ici, il manque 20 millions d'années entre cette partie claire et cette partie sombre. 20 millions d'années ont disparu. C'est plat. Que s'est-il passé? Si vous souffrez d'érosion, n'est-ce pas ce qui se produit? Oui ou non? L'érosion ne crée-t-elle pas des vallées, des ravins et d'autres formations similaires? Voici 3 couches en Afrique, sur l'une des chaînes de montagnes de la région de Cedarburg. C'est une région magnifique. Observez ces couches. Il y a une couche, puis une autre encore au-dessus. Permettez-moi de vous montrer une autre image à gauche. Observez-les attentivement. Une couche en bas. Maintenant, souvenez-vous que nous enseigne la science. Il s'agissait autrefois de la surface de la Terre. Il y a le contact entre les couches. Il y a la couche suivante. Il y a le contact entre elles. Des millions d'années plus tard, une nouvelle couche s'est formée au-dessus. Cela entraîne donc une certaine érosion. Voyez-vous comme c'est beau et plat? Est-ce plat, oui ou non? Non, cela ressemble à ceci. Haut, bas, peu importe. Pourquoi? Parce que l'érosion l'emporte ainsi. Donc, si j'ajoute une autre couche par-dessus, disons que tout cela a été recouvert par l'océan et que j'ajoute une autre couche par-dessus. Le contact serait-il plat ou irrégulier? Qu'en pensez-vous? Cela ne ressemblerait certainement pas à cela. Pensez-vous qu'il soit possible que cela n'ait jamais été la surface de la Terre pendant une très longue période, et avant même que vous ayez eu le temps de dire « Jack Robinson », la couche suivante était déjà en place? Est-ce possible? Cependant, quelles seraient les implications pour la théorie de l'évolution? Cela poserait un problème majeur, car ces phénomènes se sont produits pendant des millions et des millions d'années, selon les mêmes principes qui s'appliquent aujourd'hui. Il y aura un problème. Veuillez considérer ceci. Voici une couche. 1, 2, 3. Tout ce qui se trouve entre les deux a disparu. Où est-ce passé? Eh bien, il a manifestement été érodé, évidemment. Donc, si j'ajoute de nouvelles couches par-dessus, je ne devrais certainement pas obtenir des contacts plats. Cela ne devrait pas ressembler à cela. L'érosion lui donnera cet aspect. Correct ou incorrect? Et si j'ajoute une couche par-dessus, cela devrait ressembler à cela, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Cela ressemble à ceci. Très bien. Réfléchissons-y. Imaginons que ceci représente le Grand Canyon,
où le noir correspond à une couche et le rouge à une autre couche. Je sais qu'il devrait y avoir une couche jaune, car elle a été trouvée dans une autre région, mais elle n'est pas présente dans le Grand Canyon. Que nous enseigne la science dans ce cas? Il a été emporté par l'érosion, n'est-ce pas? Par conséquent, il est impossible d'y trouver des traces de millions d'années, mais le contact est parfaitement plat, ce qui n'est pas normal. Il devrait être ainsi. Il existe une autre possibilité. En réalité, cela n'a rien à voir avec le temps. Il s'agit simplement de couches de boue. Il y a une couche de boue manquante et une couche de boue rouge. Ici, nous avons une couche noire, une couche jaune et une couche rouge. Permettez-moi de vous expliquer. J'ai 3 seaux de boue devant moi. L'un contient de la boue noire, l'autre de la boue jaune et le dernier de la boue rouge. Je prends ce grand seau que j'ai rempli de boue noire et je fais whoosh. Et j'ai répandu la boue dans toute cette salle. Ensuite, je prends mon seau de boue jaune, qui est en fait un petit seau rempli de boue, et je le jette également pour étaler la frontière avec ma boue. Ensuite, je prends un autre grand seau de boue rouge et je fais whoosh et je l'étale dans le couloir. Une fois que c'est sec, je découpe. Combien de couches ai-je obtenu? 3. À l'arrière, je fais une coupe. Combien de couches ai-je? 2. Ah, je vois. Donc, à l'arrière, ce qui s'est manifestement produit, c'est que des millions d'années d'érosion ont emporté la couche intermédiaire, n'est-ce pas? Est-ce ainsi? Ou seriez-vous d'accord avec moi pour dire que je n'avais pas assez de boue pour atteindre l'arrière? Vous voyez la différence de philosophie? L'une demande du temps, l'autre parle de boue. Laquelle est la bonne? La Bible mentionne qu'il y a eu un déluge mondial. C'est ce que dit la Bible. Si cela est vrai, on pourrait s'attendre à trouver beaucoup de boue sur Terre. Et trouve-t-on beaucoup de boue sur Terre? Oui, tout est boue. Des sédiments marins ici, sur cette Terre. Où devraient-ils se trouver? Au fond de l'océan. Il n'y en a pas assez là-bas pour expliquer tout ce temps qui s'est écoulé. Tout se trouve sur la terre ferme, ce qui est en quelque sorte à l'envers. Voici maintenant quelques publications scientifiques. 20 millions d'années d'altération et d'érosion dans des conditions variables. Puis, il ajoute que la survie de ces paléoformes est dans une certaine mesure embarrassante pour tous les modèles communément acceptés de développement du paysage. Voici un scientifique qui déclare que nous avons un problème. Toutes ces couches de boue sont bien là. L'érosion est un processus continu. Et observez ce que nous avons. Tout est toujours là. En réalité, cela aurait dû disparaître plusieurs fois. Pourquoi est-ce toujours là? Nous examinerons cette question dans la section suivante. Par exemple, les affleurements étaient excellents, mais même l'inspection la plus minutieuse n'a pas permis de déterminer l'emplacement exact du fossé de 15 millions ans. Pourquoi y a-t-il un espace? Et pourquoi ne puis-je pas le voir? Ce sont des questions qui méritent des réponses. Et nous y reviendrons dans un instant.